Aujourd'hui, on sait, on connaît l'identité des différents intervenants, qui soient du domaine de l'administration, ministres, administrateurs, directeurs et autres agissant en coulisses. On connaît aussi le nom des politiques qui ont participé au lobbying afin de d'obtenir ces dérogations scélérates. On connaît les importateurs, les distributeurs, les détenteurs du brevet, et on sait aussi ceux qui ont usé de stratagèmes pour contourner l'interdiction. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, l'enquête est suffisamment nourrie pour qu'on passe à une autre phase, celle de la mise en examen des personnes concernées. Pourquoi on ne passe pas à cette phase-là aujourd'hui? Je pense qu'il est toujours plus difficile d'enquêter contre des délinquants en col blanc lorsqu'il s'agit de vulgaires trafiquants de drogue ou de voleurs, violeurs ou autres, c'est vite fait. Mais lorsqu'il s'agit de mettre en examen des gens qui ont vraisemblablement un pouvoir de promotion ou autre, lorsqu'il s'agit d'enquêter contre l'État et ses préposés, ce n'est jamais simple. Donc nous pensons qu'il faut insister encore, mais je ne doute pas que nous parviendrons à la manifestation de la vérité. D'abord, on a passé 4 ou 5, 6 ans même à lutter contre le procureur de la République. Je suppose que ça peut vous étonner, ça peut étonner le public, que celui qui généralement défend la société, celui qui généralement est contre moi lorsque je défends des voyous, des criminels, c'est lui qui prend la défense des empoisonneurs. C'est lui qui a tout fait, le représentant du ministère public, c'est-à-dire le bras judiciaire du ministère de la Justice, c'est-à-dire le bras armé de l'État en justice. C'est lui qui a d'abord contesté notre qualité pour agir, il a contesté la recevabilité de notre plainte. Nous avons fait appel, nous avons été jusqu'en cassation, et heureusement que nous avions porté plainte au nom de 5 associations, et 2 d'entre elles ont été reconnues comme recevables, comme ayant qualité et intérêt pour agir. Il s'agit de l'Union régionale des producteurs guadeloupéens, les agriculteurs de la Confédération paysanne, et l'Union régionale des consommateurs avec Monsieur Consommateur, Monsieur Jules Griffard. Donc je pense que cette lutte du ministère public pour entraver notre action avait certainement pour objet d'empêcher qu'on découvre la vérité, car il s'agit quand même de l'État et de ses préposés. Donc le procureur de la République a tout fait, mais comme on est dans un état de droit, nous avons vaincu jusqu'en cassation, et la plainte a pu commencer à être instruite sur le fond à partir de 2010-2012. Plus que jamais motivé, parce qu'il a fallu 12 années pour en arriver là, autant on pourrait reprocher à l'institution judiciaire de ne pas faire preuve de plus de zèle, on peut s'étonner que le peuple antillais, les Guadeloupéens martiniquais, continuent à danser, à boire et à fêter, à festoyer et à se désintéresser pratiquement de ce problème-là. Et quand j'interroge les gens, ils ont une sorte de confiance aveugle dans la mère patrie. Une dame m'a dit « Maître Durimel, vous pensez que la France peut nous faire ça ?» Alors donc cette confiance aveugle en la France, cette confiance dans les institutions fait que nous n'avons pas encore pu susciter une véritable réprobation populaire. Et si l'équivalent de 2 groupes de carnaval pouvaient défiler à Fort-de-France et à Pointe-à-Pitre en criant « Justice et vérité » sur le chlordécone, ou encore LMR, les fameuses limites maximum de résidus en vertu desquelles on nous autoriserait à consommer toujours un petit peu de chlordécone chaque jour, si on arrivait à crier dans les rues LMR non merci ou chlordécone tolérance zéro, je pense que la justice, qui elle est rendue au nom du peuple, entendrait notre cri, entendrait le cri autant qu'elle entend le cri de ceux qui disent non à l'insécurité, non au trafic, non aux stupéfiants. Cela même, cette justice qui cherche à nous donner plus de sécurité, je pense que si nous demandons de la sécurité alimentaire, la justice va bouger.